peut-être pour faire le lien, la connexion entre cette dernière présentation et les deux communications précédentes, c'est que je pensais à une œuvre de Julien Prévieux, deux œuvres d'ailleurs, D'Atumo et également Anthologie des regards, où il est question de détournement des mesures oculométriques, des schémas de perception et de l'attention du spectateur qu'il représente et qu'il met en abîme dans la salle d'exposition, puisque en fait, c'est notamment vos deux premières présentations nous amènent à nous interroger sur la place, le parcours, l'attention même du spectateur ou du témoin dans ces différentes manifestations. Parce que vous parliez, Bruno, de vos amis qui... ils allaient revenir. Julie, tu disais que tu avais plusieurs fois appréhendé, éprouvé ces manifestations qui nécessiteraient donc plusieurs visites, plusieurs temps de rencontres. Donc ma question est la suivante finalement. Comment un spectateur, peut-être lambda, fait avec ces manifestations? Quand on se trouve dans l'exposition de Pierre Huyghe, par exemple, je me rappelais horde de spectateurs qui ont un parcours tout à fait avec une attention extrêmement flottante, une perception très ténue, des attentions très légères également. Donc quel est le travail, quelle est la position finalement du spectateur dans ce genre de manifestation qui demande peut-être d'y revenir, qui demande une implication spécifique pour travailler en profondeur cette dérive, parce que cette dérive elle est effectivement spatiale, mais elle est également temporelle. Alors quelle est la place ou le rôle du spectateur, quelle serait sa démarche, alors même que finalement nous serions dans une ère de l'attention très flottante, du zapping et du passage d'une chose à une autre sans forcément prendre le temps d'y revenir et de s'y déployer en profondeur. C'était ma question. Oui. Effectivement, c'est... comment dire, les productions du Huyghe, pour prendre l'exemple, enfin, vraiment les œuvres que j'ai essayé d'approcher, j'ai essayé de les approcher effectivement alors pas en spectatrice du coup, parce que c'est ce qu'il ne permet plus d'être quelque part. Enfin, tout à l'heure on parlait de la question de est-ce qu'il y a œuvre, est-ce qu'il n'y a pas œuvre. Enfin, ça pose vraiment la question du mode d'appréhension de ces objets et donc de notre propre entre guillemets façon d'approcher l'art, de le percevoir. Et donc j'ai proposé vraiment cette réflexion en tant que témoin ayant traversé ou confronté à ce type de production. C'est pour ça que je suis partie de mon expérience et que l'expérience effectivement la plus concrète que j'ai eue par rapport à Huyghe, là, en l'occurrence c'était la rétrospective, et que je suis assez habitée par l'œuvre de Huyghe, au fond, parce qu'elle, comme je disais, en fait, je sais pas, c'est comme un livre, c'est comme une œuvre qui va chercher à différents niveaux, à différentes strates sensibles, on va dire... ça fait appel à notre mémoire, ça fait appel à ceux qui nous marquent. Il y a un enchâssement comme ça d'idées qui vont germer en nous, quelque part. Et j'ai l'impression que ce type de production fait sa place en nous. Donc, ça fait sa place en nous... de l'une à l'autre, en prenant son temps. Et on a besoin d'y venir, d'y revenir, effectivement, de s'y intéresser. Mais la synthèse est absolument impossible.
essayer d'en faire le tour, c'est absolument impossible. Et ça n'est donc, enfin, c'est quelque chose qui est vain. Et c'est pour ça que c'est aussi une œuvre. Mais il y a bien d'autres artistes enfin, je veux dire, qui travaillent sur ce principe-là. Je pense à Ryan Trecartin dans ses ensembles vidéo. Je pense à Camille Enrault aussi, qui est une artiste dont les chants qu'elle met en jeu dans ses installations et dans ses expositions sont absolument vertigineux. Donc on est en passage, mais aussi en réflexion. Voilà, on est un peu habité par ces œuvres-là. Moi, c'est ce qui me touche, en fait. Un travail, une implication du témoin, spectateur. Je ne sais pas si Pascal, tu veux poursuivre. Oui, ce que tu dis, ce que vous avez dit aussi, me fait me rendre compte, j'aurais dû quand même le savoir depuis le début, que j'ai pas comment on pourrait dire, je privilégie pas, j'ai l'impression que je suis pas une spectatrice de l'œuvre de Prévieux. Alors bon, une chose bien dommage, c'est que j'ai pas vu l'expo de Marseille. Ça c'est un peu embêtant, mais quand même, enfin, je crois que son œuvre, je la perçois pas comme devant être regardée dans l'espace. Je sais pas pourquoi finalement. J'ai bien vu des œuvres de Prévieux dans l'espace, mais c'est pas une chose qui m'intéresse beaucoup. Donc j'ai l'impression que je vois l'œuvre comme des éléments à lire, d'autant plus que les deux vidéos, enfin le film d'animation et la chorégraphie filmée, ils sont en libre accès sur Internet. Enfin, on est invité finalement à les consulter sur ce mode-là, sans cette relation, disons, frontale, comme une projection installée, quoi. Donc oui, j'avais mal réalisé ça. Je crois que je regarde ça comme, ces œuvres-là, comme des éléments de lecture. Ouais. Bruno, peut-être par rapport aussi à cette dimension lacunaire, non exhaustive de la préhension, perception du projet ou de l'installation, qui serait donc constitutive de ces œuvres variables. Il me semble que vous parliez peut-être de frustration ou d'incomplétude. Donc oui, il y avait un peu de choses. Donc effectivement, pour moi, c'est difficile encore plus d'être le spectateur de mon propre travail. Mais par contre, ce qui m'était rapporté des gens avec qui je faisais la visite, et c'était ça que je trouvais intéressant, c'est qu'à chaque fois, c'était un autre discours, c'était un autre récit, c'était une autre expérience. C'était l'expérience de cette altérité en fonction des visiteurs qui m'étaient renvoyés. Et ça, c'était assez passionnant, parce qu'à chaque fois, je voyais autre chose, j'entendais autre chose, je comprenais autre chose. À côté de ça, donc ça c'est quand ça se passait bien, quand ça se passait pas bien, c'est quand, enfin pas bien entre guillemets, c'est quand les gens disaient j'ai pas eu le temps de voir assez. Et donc quelque part on ne me proposait pas un autre discours parce que simplement ça avait d'être une incomplétude qui elle était insatisfaisante, d'où la frustration pour certains cas. Donc il y a un peu de cas de figure. Ouais. Je vais laisser la parole. Donc merci pour vos 3 communications que j'ai trouvées vraiment passionnantes ce matin. J'ai été interpellée par le retour du terme de traduction, pas chez Bruno Gauss et chez Pascal Borel, non pas forcément en tant que tel, mais et puis finalement tu retournes dans le même sens quand tu parles de lecture, il me semble. Bon, au fond, cette variabilité, donc, telle que vous l'abordez ce matin, je ne sais pas si elle conduit à voir les œuvres comme lacunaires, mais en tout cas, moi, je crois que, telle que je vous ai entendu, elle conduit à déporter finalement la réception au niveau d'un après-coup, il me semble. C'est un petit peu ce qu'il me semble que tu suggérais tout à l'heure, Bruno, lorsque tu disais que les traductions sont là pour s'accumuler, enfin raisonner les unes avec les autres. Finalement, il sait bien qu'il y en ait plusieurs, quoi. Et il me semble que finalement, c'est
La réception, elle est de l'ordre d'une incrémentation qui se fait dans la durée et ensuite. Et c'est à ce niveau-là, peut-être, que l'œuvre existe plus que dans une... en tout cas plus que comme de l'ordre du spectateur. Enfin, et que du coup, on est avec ces œuvres variables qui ont des versions, des traductions différentes, dans une réception qui est de l'ordre de l'incrémentation. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Voilà. Je ne sais pas si c'est une question non plus. C'est pour ça que je parlais de profondeur temporelle dans l'appréhension tout à l'heure, mais je ne vais pas répondre à votre tête. Si ce n'est que je repensais à cette pièce de Pierre Huyghe très discrète dans la rétrospective à Pompidou, Timekeeper, c'est-à-dire les différentes couches de peinture des murs des Simès qui étaient mises à nu et qui révélaient finalement les expositions précédentes qui accentuent cette dimension-là. C'est vrai que c'est extrêmement... Enfin, c'est un processus sédimentaire qui est aussi celui de la mémoire, etc. Et ces œuvres-là, en effet, on les aborde à plusieurs niveaux. Donc, c'est à la fois par la rencontre avec les expositions, enfin, mais aussi par ce que l'on en lit, par les images que l'on voit, donc par les bribes que l'on capte, par les récits qui en sont faits, en comprenant tout ce qui est enchâssé à l'intérieur, parce que c'est absolument... c'est une énorme... oui, c'est une sorte de nuage, hein, c'est vrai que Et cette idée de la mémoire, d'être habité, d'être... c'est vraiment une forme de temporalité en fait qui est peut-être particulière dans le mode d'expérience de ces œuvres-là. Le témoin de ces situations, si je reprends encore l'exemple du travail de Huyghe, c'est quelqu'un effectivement qui passe, mais qui est affecté, pour reprendre ces termes. Ça sédimente en nous, ça nous habite. Ça incrémente de plein d'autres choses et ça grandit. Voilà. C'est peut-être aussi on grandit avec les œuvres, hein, comme les œuvres grandissent, évoluent. Enfin, il y a vraiment moi, quelque chose que je trouve passionnant là-dedans, parce que cette entre guillemets part active du spectateur, enfin, c'est pas la part active du spectateur dans la frontalité, c'est ce que font ces œuvres en nous au fur et à mesure, ce qu'elles créent. Et vous parliez du ponçage des différentes simèses, donc Timekeeper, qui est une œuvre de Pierre Huyghe, effectivement, il a refait ce geste à différentes reprises. Il l'a refait lors de la rétrospective à Paris, à Cologne, etc. Il l'a fait également dans la Serpentine Galerie pour Umwelt. Donc la poussière qui est laissée par justement la mise à nu et la révélation des couches successives de peinture qui retracent en fait toute l'histoire de l'exposition, du lieu d'exposition depuis les années 2000 à Londres, altère également, enfin, je veux dire, accroche la semelle des visiteurs, altère également tout l'écosystème, etc. Et on a cette référence à Smithson, cette référence à la sédimentation, à la circularité, à un temps long, qui est extrêmement présente dans ce type de production. Y a-t-il d'autres questions ? Je voudrais quand même dire un petit mot à Daniel au sujet de l'incrémentation, parce que pour moi, si l'incrémentation suppose une progression, un progrès, quelque chose qui va vers un plus, alors je ne suis pas d'accord. C'est-à-dire, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est que les choses restent dans une division, qui est une possibilité, une seconde, une troisième et une quatrième, et que c'est ça qui permet que ça se passe entre les différentes possibilités. Donc, dans mon esprit, il n'y avait pas l'idée d'un progrès, d'un plus, mais il y avait l'idée d'une forme de synthèse mentale. Mais ce n'est pas forcément un progrès. Alors, c'est plus une remarque générale. Je vous remercie pour vos trois présentations qui étaient très, très cohérentes. Ce qui me semble... Moi, il y a quand même une question. Ce qui est assez passionnant dans les exemples que vous présentez, c'est qu'il y a en fait une tension qui se met en place
autour d'une espèce de jeu, en fait, des dispositifs que vous développez. Et je trouve particulièrement intéressant aussi la question de l'usage que Bruno a évoqué tout à l'heure, peut-être en relation à la traduction ou pas, mais la question de l'usage de l'œuvre, en fait. Les pièces que vous présentez, à mon sens, posent certainement cette question: qu'est-ce qu'on fait avec ces dispositifs? Et en même temps, il y a dans ce que vous avancez, peut-être moins chez Pascal, une forme d'incertitude de l'usage qu'on peut en faire, qui me semble particulièrement problématique et intéressante, et qui fait qu'on a affaire à des dispositifs ouverts. Et manifestement, est-ce que c'est finalement ça une forme de réponse à la variabilité que vous proposez? Est-ce que les œuvres doivent rester ouvertes, sachant qu'en contrepartie, toutes ces œuvres soulignent quand même aussi la volonté de conduire et de canaliser énormément les choses, parce que même chez Huyghe, il y a quand même un travail de conduction qui est énorme. Donc, alors ça peut être problématique, et en même temps c'est passionnant, parce que chez Bruno aussi, c'est-à-dire que les choses, même si elles sont ouvertes, sont extrêmement conduites et composées. Et d'ailleurs, la question qui va avec ça, et si c'est conduit, comment ça devient linéaire? Et Bruno pose la question à un moment donné, parce que si c'est conduit, il y a un fil. Et dans les exemples que tu as proposés, ce qui était marrant, c'est que tu dis, du moins la linéarité apparaissait presque comme un élément problématique. Si ça devient trop linéaire, c'est pas terrible. Donc, dans un premier temps, tu dis, c'était trop linéaire, le film est trop linéaire, donc je fais un livre. Et puis après, tu fais un livre pour rompre pour redonner de la linéarité. Alors, cette espèce de mouvement entre maîtrise, non-maîtrise me semble intéressante. Et voilà, je voulais savoir quel était votre sentiment par rapport à cette conduction en fait, qu'on doit amener. Parce qu'il y a quand même une conduite du spectateur, mine de rien. Oui, donc... c'est pas un reproche du tout, hein, je trouve ça vraiment problématique au bon sens du terme. Ça pourrait être un reproche, ce serait intéressant, on pourrait en discuter. La question, c'est pourquoi la linéarité serait problématique. Alors, il me semble que si elle peut sembler problématique à certains moments, c'est parce que c'est une manière d'éliminer tout ce qui pourrait sembler accessoire par rapport à cette ligne qui pourrait suivre, qui serait la ligne du récit. Donc, donc il y a une espèce de hiérarchisation entre ce qui serait essentiel et ce qui est accessoire en fonction du récit lui-même. Alors il me semble que c'est faire peu de cas de toutes les coexistences qui font partie du monde dans lequel on vit. Et donc il y a une sorte d'exigence d'arriver à éviter cette simplicité de la détermination linéaire d'un récit, d'un événement, de quoi que ce soit. Donc, voilà, je crois que c'est de ce côté-là que ça se place. Et je ne pense pas que le livre réintroduit de la linéarité. C'était le risque, c'était qu'il le réintroduise. Et donc, simplement, je me dis, tiens, j'ai quand même fait le livre alors que ça m'emmerdait cette linéarité, donc pourquoi est-ce que je l'ai fait? Et c'est à ça que je vais essayer de répondre, en espérant avoir évité cette question de la linéarité. Alors, pour ce qui est de Prévieux, les trois séquences sont linéaires. Et là, il n'y a pas de doute. C'est des formes qui ont un début, une fin. Moi, ce que je trouve intéressant dans la linéarité, c'est quand elle parvient, ça arrive en littérature, ça arrive en poésie, ça arrive au cinéma. Et puis, il me semble, dans la séquence 2 qu'a réalisé Prévieux, quand cette linéarité-là, elle parvient à faire exister les uns à la suite des autres, forcément, des éléments hétérogènes. Et je trouve que c'est, avec des moyens extrêmement réduits, hein, pour Prévieux, c'est un peu sec cette affaire-là. Je trouve que ça fonctionne très bien. Enfin, il y a ces disjonctions, alors que la forme est continue. Enfin, il n'y a pas d'autre alternative que poursuivre un cours d'un point qui s'appelle le début jusqu'à la fin.
Oui, par rapport à la construction, évidemment, chez Huyghe, c'est extrêmement construit. C'est évident. Il a développé au fur et à mesure des méthodes de construction, enfin une forme de méthodologie. C'est-à-dire que il va, dans ses recherches, parce que ce sont de longues recherches, s'intéresser à des événements qui peuvent le marquer, à des personnages. Il y a des références artistiques, philosophiques. Donc, en fait, c'est vrai que quand on plonge un petit peu dans ce qu'il y a à l'intérieur de chacune de ces œuvres, qui peuvent sembler comme ça, au premier abord, très... bon, il a déposé ci, il a déposé ça, etc. En fait, il y a le banc dans Until, il y a le banc de Dominique Gonzalez Foster dans le documenta, il y a Beuys. En fait, il y a du chant à travers le personnage en sculpture avec les seins d'abeilles en référence à Étant donné. En fait, il y a voilà toute son intérêt sur le vivant, sur l'éthologie, etc., etc. Donc, il va comment dire, créer des sortes de personnages conceptuels aussi. Il y a cette idée de personnages conceptuels, comme dirait Deleuze, et puis de les faire grandir, de les nourrir, de les faire se déplacer d'un projet à l'autre. Et il organise en fait, oui, les conditions de dialogue entre tout ça. Alors, oui, c'est très construit. Et oui, parce que, effectivement, c'est aussi la difficulté. Et puis, c'est sans doute un horizon pour lui d'essayer peut-être de proposer une œuvre comme ça, des œuvres qui soient pas des œuvres, qui soient des sortes de choses vivantes, où il se débarrasse de la forme des objets, de la linéarité d'une certaine manière, parce que il y a des institutions, il y a des moments de présentation des formes artistiques, il y a des contraintes qui sont liées à tout ça, il y a des visiteurs, des spectateurs, entre guillemets, il y a... Bon. Et donc, comment maintenir, en fait... C'est sa question. Comment maintenir la porosité de tous ces mondes? Comment créer des sortes d'univers, de mondes qui gardent une part une part de création propre, en fait, qui soit vivant au sens où ils nous invitent à être vivants avec eux. Enfin, ils nous invitent. C'est pour ça qu'on ne peut pas tout saisir, mais à cheminer dans toutes ces références, dans tous ces personnages conceptuels, dans ces espaces, et à se poser des questions avec lui, enfin sur notre monde. Je ne sais pas si je réponds à la question, mais c'est effectivement quelque chose de compliqué et qui n'est pas satisfaisant. C'est pas satisfaisant. Il y a toujours un horizon pour lui de recherche par rapport à ça.